Donc voilà, donc en 2016, à l'Assemblée générale des Nations Unies, les États membres ont adopté à l'unanimité la déclaration politique de l'ONU-SIDA visant à accélérer la riposte au VIH afin de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Et en 2018, le pays s'est engagé à accélérer encore davantage, afin d'atteindre les objectifs 95-95 de l'ONU-SIDA et pour finalement arriver encore plus vite au contrôle de l'épidémie d'ici 2030. Donc, par rapport aux autres pays de la Caraïbe, quelle est la situation et comment est Haïti par rapport aux autres pays de la Caraïbe? Donc, peut-être les chiffres n'apparaissent pas très bien, mais si vous regardez en couleur, donc en vert, c'est là en proportion, ou bien en vert, ça représente la proportion de PVVH qui vivent en Haïti par rapport aux autres pays de la Caraïbe. Donc, ça représente plus de 48%. Donc c'est pour dire que la charge de l'épidémie de la Caraïbe, donc Haïti justement représente un gros morceau, je dirais. Donc en Haïti, donc comment est l'épidémie? Donc d'après les dernières estimations du Programme national de lutte contre le sida, il y a environ 150 000 personnes qui vivent avec le VIH sur le territoire national. Et pour une prévalence nationale de 2%, selon la dernière enquête EMUS, l'enquête de 2017, mais il y a une certaine variation par âge, par sexe et par zone géographique. Donc en milieu urbain, c'est autour de 2,4%, alors qu'en milieu rural, c'est 2%. C'est une épidémie généralisée et toutefois, il faut dire qu'il y a justement certains groupes, certains foyers où la prévalence est beaucoup plus élevée par rapport à la moyenne nationale. Donc, si on regarde, on compare 2012 et 2017, les deux derniers EMUS, on a vu que la prévalence était à 2,7% chez les femmes et 1,7% chez les hommes, alors que l'EMUS 6, en 2017, la prévalence a diminué un petit peu chez les femmes, donc 2,3% chez les femmes et 1,6% chez les hommes. Donc comme je dit tantôt, il y a certains groupes où la prévalence est beaucoup plus élevée. Donc c'est le cas des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, où la prévalence est 12,9% selon une enquête IBBS qu'on a réalisée en 2014, et aussi chez les professionnels du sexe, où la prévalence est à 8,7%. Donc la zone métropolitaine de Port-au-Prince représente 26% de cas de VIH dans le pays. Donc, parlant aussi de groupes où la prévalence est beaucoup plus élevée, donc c'est le cas un petit peu en tout cas même au niveau mondial, ou du moins en Afrique, chez les jeunes et surtout les jeunes femmes de 15 à 24 ans, la prévalence est très élevée encore par rapport à la moyenne nationale. Et les nouvelles infections proviennent surtout chez ces groupes à côté des autres groupes clés. Alors, quelle est la vision du programme national de lutte contre le sida? Donc, c'est d'apporter, alors nous voulons une réponse nationale articulée en utilisant une approche multisectorielle participative et intégrée autour de la nécessité de réduire de façon significative les risques d'infection au VIH-Sida, d'améliorer la qualité de vie des personnes infectées et affectées, et les conditions socio-économiques qui entretiennent la vulnérabilité de la population face à l'épidémie. Alors, quelles sont les cibles prioritaires? Donc, en fait, les PVVH d'abord. Et il y a aussi les jeunes des deux sexes, comme je viens de vous dire. Donc, les jeunes, surtout, la prévalence est très élevée chez eux, surtout les jeunes femmes. Et la population adulte en féminine 15 à 49 ans, masculine 15 à 59 ans. Il y a aussi les personnes qui sont incarcérées. Et les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les professionnels et leurs clients, les OEV et les femmes enceintes, toujours dans le souci d'arriver, comme certains pays de la région, à l'objectif d'éliminer la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis. Comment les soins sont organisés dans le pays? Donc il y a la coordination technique du programme national de lutte contre le sida
comme son nom l'indique, qui est une entité régulatrice du ministère et qui coordonne toutes les activités liées au VIH à travers le territoire. Et il y a les réseaux de soins qui implémentent les activités grâce au financement des bailleurs, notamment PEPFAR et le Fonds mondial. Et aussi, il y a les sites qui fournissent directement les soins aux bénéficiaires. Donc, on est à 11 réseaux de soins et à plus de 170 institutions qui fournissent les soins VIH-Sida. Et comment a évolué la prise en charge en termes de patients sous ARV de 2010 à 2018? Donc, si en 2010, on était à 29 100 patients qui sont actifs sous ARV et avec une moyenne de 10 000 patients par année, donc on est arrivé à actuellement environ 103 000 patients qui sont actifs sous ARV. Donc, 103 000 patients qui sont actifs sous ARV, mais on a mis beaucoup plus que ça, beaucoup plus de patients sous ARV. C'est encore le problème de retenir les patients en soins. Donc la rétention, justement, comme vous le savez, c'est le problème. Sinon, on aurait beaucoup plus de patients sous ARV. On serait en fait beaucoup plus de l'atteinte de nos objectifs. Donc, on a présenté en fait un slide sur le nombre de décès et de 2010 à 2017. Donc, on peut voir que les décès, justement, diminuent d'année en année pour, en 2017, autour de 4700. Et j'ai eu, en fait, ce slide de nos amis, de nos collègues de CDC. C'est pour montrer la cascade nationale clinique. Donc, ici, c'est le nombre estimé de PVIH, donc à 150 000, et le deuxième pilier, le nombre de personnes qui connaissent leur statut, autour de 119 000, donc ça fait autour de 79%. Et quand on continue avec le nombre de patients qui sont sous ARV, autour de 103 786, pour malheureusement une suppression virale seulement de 41% par rapport aux personnes qui devaient, alors par rapport à l'objectif justement qu'on s'est fixé. Donc on est au niveau national à 41% de suppression virale. La charge virale est accessible, donc les sites disposent justement des moyens pour donner ou bien pour permettre aux patients d'avoir une charge virale, mais c'est toujours la demande, on n'a pas demandé assez les tests de charge virale. Alors, on voulait justement très rapidement parler de quelques, entre autres, initiatives et entre autres stratégies pour atteindre beaucoup plus rapide, pour accélérer en fait la riposte, pour atteindre les objectifs de contrôle d'épidémie d'ici 2030. Donc, c'est la transition de dolutegravir. Donc, vous savez, comme le collègue l'a mentionné avant, donc, on a suivi la recommandation de l'OMS qui a recommandé en fait d'optimiser le traitement antirétroviral. Ça veut dire d'utiliser des molécules qui ont une barrière génétique beaucoup plus élevée, qui sont moins toxiques et qui peuvent nous amener à une suppression virale beaucoup plus rapidement. Donc le PNLS a actualisé ces normes récemment pour introduire les dolutegravir en première ligne. Donc on a utilisé tenofovir, lamivudine et dolutegravir en première ligne, mais tout en soulignant que il y a des critères et c'est pas tout le monde qu'on donne les dolutegravir comme on sait, comme on vient de le mentionner. Donc il y a justement certains critères parce qu'il y a encore des limitations pour l'utilisation du dolutegravir. Donc tous les sites actuellement utilisent ou ont accès au dolutegravir comme choix préférentiel selon les normes. Alors quels sont les principaux défis? Donc, soit les directeurs généraux ou d'autres intervenants ont souligné justement pas mal de défis que la région et en particulier en Haïti, on est en train de vivre. Donc, la poursuite des objectifs d'accès universel dans un contexte de diminution des financements. Donc, arriver justement à avoir les institutions sanitaires beaucoup plus près des patients possibles et aussi adaptées à la demande.
Donc on est en train justement, et pour adresser ce défi, par exemple, faire le réseautage dans certains départements. Il y a l'adhérence au traitement et la rétention en soins. Donc on va avoir tout un panel, toutes des discussions justement sur comment améliorer la rétention en soins. Il y a la coordination des interventions, les systèmes d'information sanitaire, et il y a en fait la qualité des soins. Donc, si on n'arrive pas justement à améliorer la qualité des soins fournis aux patients, donc on va justement encore passer à côté de l'atteinte de l'objectif de contrôler l'épidémie d'ici 2030. Il y a la prévention au niveau de certains groupes. Et aussi, il y a la lutte contre la stigmatisation. Donc, quelles sont nos perspectives? Donc, c'est améliorer la qualité des soins, implémenter la PrEP, et améliorer les services qui sont fournis aux populations clés, renforcement de la stratégie communautaire à travers le MMS, l'index testing et le PLA, et le recency test, et finalement renforcement de la collaboration TB-VIH. Donc en conclusion, beaucoup d'initiatives ont été prises et des progrès remarquables sont constatés dans la riposte au VIH. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir pour arriver au contrôle de l'épidémie. Donc nous remercions l'IAS d'avoir choisi Haïti pour réaliser cet événement si important et nous espérons que nous allons en profiter pleinement pour améliorer la prise en charge du VIH. Comme le thème de la journée mondiale, vivez la vie positivement, j'ajoute connaître votre charge virale et aussi informez-vous de votre statut du VIH. Merci.